Certaines courses sont dangereuses à cause de la vitesse, d'autres parce que la compétition transforme tout en guerre psychologique. Et puis il y a celles où la marge d'erreur est tellement fine qu'elle n'existe presque pas. Et là, au milieu de tout ça, il y a l'île de Man TT, une course disputée sur des routes publiques, à des vitesses absurdes, sans dégagement, sans bac à gravier, sans filet de sécurité. Ici, la route ne pardonne rien. Ce n'est pas une erreur dans l'histoire du sport mécanique, c'est une tradition qui a survécu à tout et qui continue de terrifier ceux qui la connaissent le mieux. Beaucoup la décrivent comme la course moto la plus dangereuse du monde. Et le pire, c'est que ce n'est pas une légende exagérée pour faire du clic. Quand tu comprends comment cette course est née, où elle se déroule et ce qu'elle exige réellement des pilotes, tu te rends compte d'une chose, c'est un autre univers. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire du TT, dans ce qui le rend si unique et dans ce que ça coûte depuis plus d'un siècle. Et tu vas voir que sur l'île de Man, la gloire et le drame vivent littéralement à quelques mètres l'un de l'autre. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais à une époque, aucun autre endroit n'aurait autorisé une course comme celle-ci. Au début du XXe siècle, les compétitions moto sur le territoire britannique étaient progressivement interdites. Trop dangereuses, trop bruyantes, trop perturbantes pour la population. Les plaintes s'accumulaient et voir des motos passer à des vitesses folles au milieu des routes devenait inacceptable. Le sport avait besoin d'une échappatoire. Et il en a trouvé une île autonome située en mer d'Irlande, l'île de Man. Des routes publiques, pas de limitation de vitesse à l'époque, et surtout, une population qui ne se contentait pas de tolérer la course, mais qui l'embrassait complètement. Dès le tout premier Tourist Trophy en 1907, les courses se déroulent sur des routes fermées temporairement. Les spectateurs se tiennent derrière de simples cordes, parfois à quelques mètres seulement des pilotes lancés à pleine vitesse. Ce n'était ni sûr, ni raisonnable. Mais ça fonctionnait, parce que c'était honnête, brut, sans illusion. En 1911, l'événement quitte les petits tracés initiaux pour adopter celui qui est encore utilisé aujourd'hui, le Snaefell Mountain Course, une boucle de 60 km assemblée à partir de routes du quotidien traversant villages, campagnes et montagnes. Un tour complet prend environ 17 minutes à rythme de course moderne. 17 minutes où la moindre fraction de seconde peut tout faire basculer. Ici, on ne regarde pas une course depuis une tribune. La course fait partie de la vie. Les commerces ferment pendant la semaine du TT. Les habitants organisent leur journée autour des essais. Les enfants grandissent en sachant qu'une fois par an, les motos les plus rapides du monde passent devant leur jardin. Et c'est précisément ce qui rend le TT complètement à part. Pendant que les autres circuits ajoutaient des bacs à gravier et des barrières sophistiquées, le TT a fait l'inverse. Il a gardé la route telle qu'elle est, dure, impitoyable, inchangée. Les pilotes ne viennent pas ici pour être élégants ou spectaculaires. Ils viennent pour survivre. Le circuit compte des centaines de virages, des bosses aveugles, des compressions violentes et des changements d'adhérence constants. Une seconde, tu passes au plein gaz entre deux haies. La suivante, tu freines fort entre des maisons, des murs en pierre et des trottoirs. C'est pour ça que le TT n'est jamais devenu une course comme les autres. Ce n'est pas une simple date sur un calendrier, c'est un pèlerinage. Gagner ici, c'est comme atteindre le sommet de l'Everest sur 2 roues. Et même finir la course, pour beaucoup, est déjà une victoire. Le format lui-même est différent. Pas de départ groupé, pas de bataille roue contre roue. Les pilotes s'élancent un par un toutes les 10 secondes depuis la ligne de départ. Les plus rapides partent en premier et chacun affronte la route seul contre le chronomètre sur 4 à 6 tours en moyenne. Pas d'adversaire visible, juste la route, la mémoire et le temps qui défile. Et ce système n'a quasiment pas changé depuis plus d'un siècle. Forcément, autour de ça, une mythologie s'est construite. Les records autour sont devenus des légendes. Certains virages portent le nom de pilotes disparus. Des familles entières reviennent génération après génération, non pas comme des touristes, mais comme les gardiens d'une tradition bien plus ancienne que le sport moderne. Les catégories se sont multipliées, les vitesses ont explosé, la technologie est arrivée. Des superbikes de 1000 cm3 capables de dépasser les 300 km/h, des super stocks, des super sports, des super twins et même des sidecars à 3 roues. Des machines différentes, mais une chose en commun, les mêmes routes et les mêmes conséquences. À ce stade, la question n'est plus vraiment de savoir qui est le plus rapide. La vraie question devient qui est capable de revenir encore et encore. Parce qu'à l'île de Man, la course ne se résume pas au pilote. Elle se résume à ce qui l'attend juste après le prochain virage. Le Snaefell Mountain Course est ce qui sépare définitivement le TT de tout ce qui existe ailleurs. Quand tu prends le temps de l'analyser, tu comprends que ce n'est pas seulement un circuit long, c'est un circuit sauvage, une route qui n'a jamais accepté l'idée d'être une piste de course. Dès le départ, le ton est donné avec Bray Hill,
Une descente brutale, plein gaz, où la suspension s'écrase violemment dans une compression assez forte pour faire talonner la moto à plus de 250 km/h. Les pilotes décrivent une sensation étrange. La roue avant devient légère puis lourde, puis légère à nouveau. C'est la première piqûre de rappel. Ici, la route ne te laisse pas le temps de t'installer. Juste après, il y a Balloch Bridge, une simple bosse sur une route normale. OTT, c'est un tremplin. Les motos décollent, que le pilote le veuille ou non. Bien le passer, c'est héroïque. Mal le passer, c'est atterrir de travers, à haute vitesse, avec des murs en pierre de chaque côté. Et c'est toujours la même logique. Le courage seul ne suffit jamais. Il faut de la précision, une mémoire parfaite et surtout la discipline de ne pas faire ce que ton instinct te hurle de faire. Dans les villages comme Kirkmichael ou Glen Helen, les murs, les clôtures, les entrées de maisons et les poteaux téléphoniques font partie du décor. Tu fais passer une superbike dans une rue ou, le reste de l'année, quelqu'un sort sa poubelle. Puis arrive Sulby Straight, l'une des portions les plus rapides du road racing mondial. Poignées en butée, moteur hurlant, pilote totalement replié sur la moto. La vitesse n'est pas seulement impressionnante, elle est inconfortable. Parce que tu sais qu'au moindre problème mécanique, au moindre mouvement imprévu, tout peut s'arrêter net. Et après ça, tu montes. La section montagne transforme complètement la course. Le temps peut changer d'un virage à l'autre, brouillard, rafale de vent, baisse soudaine de température qui modifie l'adhérence. Tu roules à très haute vitesse sur des routes ouvertes, sans repères visuels, guidé uniquement par ta mémoire. Ce qui rend ce tracé aussi meurtrier, ce n'est pas un virage en particulier, c'est l'ensemble. Plus de 60 km à mémoriser, à enchaîner tour après tour, pendant que ton corps te supplie de ralentir. Et la route, elle, ne fait aucun cadeau. Elle ne prévient pas, elle ne s'adapte pas, elle attend. C'est pour ça que les accidents ici n'ont rien à voir avec ceux des circuits modernes. Il n'y a pas de longues glissades dans le gravier. Il y a une forme de finalité brutale. Et pourtant, chaque année, les pilotes reviennent. Pas parce qu'ils ignorent le danger, mais parce qu'ils le comprennent mieux que quiconque. Parce que malgré sa brutalité, le TT continue de produire des légendes. Pas des champions au sens classique. Pas des pilotes qui accumulent des points sur des circuits aseptisés avec des kilomètres de dégagement. Ici, on sacre un autre type de roi. Des pilotes façonnés par la mémoire, le sang-froid et une relation franchement malsaine avec le risque. Et s'il y a un nom impossible à éviter quand on parle de l'île de Man, c'est Joey Dunlop. Dans une course où simplement terminer la semaine est déjà une réussite, Joey a remporté 26 victoires entre 1977 et 2000. Mais ce n'est pas seulement le chiffre qui impressionne, c'est la manière. Aucun geste spectaculaire, aucune célébration tapageuse. Sur la moto, Joey donnait presque l'impression de s'ennuyer, comme s'il était en balade dominicale alors qu'il frôlait des murs en pierre à des vitesses absurdes. Sa fluidité était dérangeante. On avait l'impression qu'il connaissait un secret que les autres n'avaient jamais percé. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, Joey Dunlop n'était pas un kamikaze, c'était l'inverse. Précis, calculateur, froid. Il a prouvé que le TT ne récompense pas le chaos, mais le contrôle. La capacité à rouler à la limite sans jamais le montrer. Après lui, la montagne n'a pas cessé de produire des géants. Elle a simplement changé de style. John McGuinness est arrivé avec une approche différente. Là où Joey incarnait la maîtrise calme, McGuinness représentait l'agression contrôlée. 23 victoires au TT, des records autour, et surtout, le premier homme à boucler un tour du mountain course à plus de 210 km/h de moyenne. Cette phrase, à elle seule, suffit à donner des sueurs froides. McGuinness a amené la violence des superbikes modernes sur des routes qui n'ont jamais été conçues pour ça. Plus de puissance, plus de vitesse, mais toujours les mêmes marges ridicules. Ce qui le distinguait, ce n'était pas le courage. Beaucoup de pilotes sont courageux, c'était la répétition. Faire encore et encore des choses qui paraissent suicidaires à l'écran, mais qui pour lui étaient devenues normales. Puis est venue la génération moderne, Ian Hutchinson, Peter Hickman, Michael Dunlop, des pilotes qui ont propulsé le TT dans une nouvelle dimension. Hutchinson qui débarque en 2010 et gagne 5 courses en une seule semaine, comme si c'était banal. Hickman qui établit le record absolu du Tour à plus de 210 km/h de moyenne sur routes ouvertes. Et Michael Dunlop qui continue d'empiler les victoires et de prolonger l'héritage familial dans plusieurs catégories différentes. Et c'est là que tout devient troublant. Tous savent exactement à quel point c'est dangereux, ils ont vu les accidents, ils ont perdu des amis, ils ont observé des grilles de départ plongées dans le silence plus souvent qu'ils ne peuvent s'en souvenir. Et pourtant, ils reviennent. Parce qu'ici, terminer une course signifie que tu as compris la route, que tu as survécu à la semaine, et que tu as gagné le respect d'un endroit qui ne donne rien gratuitement. Mais avec des enjeux aussi élevés, il y a forcément l'autre face de la médaille, celle dont personne n'aime vraiment parler. Parce qu'on ne peut pas raconter l'histoire du TT sans parler de ce que tout le monde préférerait éviter. Derrière les records, les victoires et les légendes, il y a toujours un prix à payer.
Et à l'île de Man, ce prix est connu depuis le premier jour. Le TT a toujours été dangereux, ce n'est pas un accident de parcours, c'est inscrit dans son ADN. Des routes publiques, des objets solides, des vitesses que les règles de sécurité ne peuvent jamais vraiment rattraper. Au fil des décennies, une chose n'a jamais changé. Le risque n'a pas diminué, il a simplement été accepté. Chaque pilote sur la grille connaît quelqu'un qui n'est jamais rentré chez lui. Un ami, un coéquipier, un membre de la famille. Des noms qui résonnaient autrefois dans les paddocks et qui n'existent plus aujourd'hui que dans les souvenirs. Et c'est précisément ce qui rend incompréhensible, pour beaucoup, le fait que la grille se remplisse à nouveau chaque année. À chaque drame, la même question revient, plus forte, plus insistante. Est-ce que cette course devrait encore exister ? C'est une question légitime, dérangeante, et surtout sans réponse simple. Oui, le TT a coûté la vie à des pilotes, mais il a aussi forgé des générations d'hommes et de femmes qui savaient exactement à quoi ils s'exposaient. Des pilotes qui se sont engagés les yeux grands ouverts, conscients du danger, et qui ont choisi de le faire quand même. Le TT ne prétend pas être sûr. Il ne cache pas ses risques derrière des slogans ou des images aseptisées. Il ne vend pas une illusion. Il se tient là, tel qu'il est, et pose une question brutale à chaque pilote. Est-ce que tu veux vraiment faire ça ? À l'île de Man, la gloire et le drame existent à quelques mètres l'un de l'autre. Séparés par une fraction de seconde, et la route, elle, se fiche complètement de savoir laquelle elle va t'offrir. Depuis la création du TT, plus de 285 vies ont été perdues, environ 270 pilotes et plus d'une quinzaine de spectateurs, des chiffres difficiles à entendre. Et derrière chacun d'eux, une histoire, une famille, un vide laissé derrière. Alors la question suivante devient inévitable. À quoi ressemble réellement le TT aujourd'hui ? Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le TT d'aujourd'hui n'est pas un vestige figé du passé. Ce n'est pas une relique dangereuse laissée à l'abandon. Le TT moderne est l'une des courses sur route les plus strictement encadrées au monde. Et cette rigueur commence bien avant le jour de la course. Les routes sont fermées selon des horaires précis. Les accès sont contrôlés, les équipes médicales sont réparties sur tout le tracé. Des hélicoptères médicalisés sont prêts à décoller en permanence. Mais le filtre le plus important, il se fait sur la route elle-même. Ici, personne ne débarque en improvisant. Avant d'être autorisé à rouler à pleine vitesse, les nouveaux pilotes doivent effectuer des tours encadrés, suivre des pilotes expérimentés et accumuler des kilomètres contrôlés. La qualification ne repose pas uniquement sur la vitesse. Elle repose sur la discipline, la régularité et la capacité à rester lucide pendant plus de 60 km. Même au plus haut niveau, le programme n'est jamais figé. Les essais et les courses sont constamment ajustés en fonction de la météo, de la visibilité et du vent, surtout dans la section montagne. Si les conditions ne sont pas bonnes, la course est retardée ou annulée. Et ce détail est important, parce qu'il montre que le TT n'est pas de l'inconscience pure. C'est de la gestion du risque dans l'environnement le plus hostile que la course moto puisse offrir. Les motos ont évolué, elles aussi. Les machines actuelles disposent de suspensions bien plus sophistiquées, de freins plus performants et d'une électronique avancée. Contrôle de traction, frein moteur réglables, analyse de données. Pas pour rendre le circuit sûr, mais pour le rendre un peu plus vivable. L'équipement des pilotes a suivi la même évolution. Les combinaisons airbags sont devenues la norme. Les casques offrent une protection bien supérieure à celle d'il y a 20 ou 30 ans. Et pourtant, malgré tous ces progrès, l'essentiel n'a pas changé. Les routes sont toujours publiques, les murs sont toujours là, et la marge d'erreur reste incroyablement mince. C'est aussi pour ça que le TT est devenu encore plus sélectif avec le temps. À côté de l'épreuve principale, le Manx Grand Prix permet à des pilotes amateurs de rouler sur le même tracé, à des vitesses plus modestes, mais sur les mêmes routes. Et lui aussi a ajouté, au fil des années, ses propres noms à la liste des victimes. Tout le monde ne peut pas courir ici. Tout le monde ne termine pas sa carrière ici. Et ceux qui y parviennent savent exactement ce que ça leur a coûté. C'est donc là que se situe aujourd'hui l'île de Man TT, une course qui ne cherche ni l'audience de masse, ni la mondialisation à tout prix. Elle existe dans un équilibre fragile entre tradition et responsabilité. Elle a changé sa manière de fonctionner sans jamais changer ce qu'elle est vraiment. Depuis toujours, le TT est défini par sa route et mesuré par son coût. Une course née sur des routes publiques, façonnée par l'histoire, maîtrisée par une poignée de pilotes et payée d'une manière que très peu de sports acceptent d'assumer. Dans un monde où le sport mécanique polit sans cesse ses angles, ajoute des dégagements et gomme le danger, le TT reste un rappel brutal de ce qu'est la course quand rien n'est édulcoré, quand rien n'est caché, et quand chaque pilote s'aligne sur la grille en sachant exactement ce qui est en jeu. Le Tourist Trophy fait vivre l'île de Man. Il attire chaque année des milliers de candidatures venues du monde entier pour n'en accepter qu'une fraction. Preuve que l'appel n'a jamais disparu, même si le risque, lui, est toujours bien présent. C'est pour ça que cette course existe encore.
C'est pour ça qu'elle continue de faire peur, et c'est pour ça qu'elle restera toujours à part. Si tu veux découvrir d'autres histoires extrêmes du sport moto, des courses hors normes et des moments où tout peut basculer, tu peux continuer sur Moto Red Zone. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.